Dans cette vidéo, nous allons voir comment configurer Prometheus sur Kubernetes. Nous allons configurer Prometheus pour qu'il collecte automatiquement à l'aide des configurations de découverte des services Prometheus les métriques de nœuds, les métriques de pod, les métriques de service. Alors, Prometheus, c'est un dispositif de surveillance open source hautement évolutif. Il fournit des fonctionnalités de surveillance prêtes à l'emploi pour la plateforme d'orchestration des conteneurs Kubernetes. Il dispose d'un système d'aide avec les métriques et les alertes. Alors, concernant la collecte de métriques, Prometheus utilise le modèle pool, c'est-à-dire que chaque 5 minutes, chaque 5 secondes, chaque 15 secondes, c'est lui qui déclenche les actions pour récupérer les métriques via HTTP. C'est ce qui a été vu avec l'installation de Kubernetes sur un serveur Linux ou en utilisant Docker. Il existe une option pour pousser les métriques vers Prometheus à l'aide de Push Gateway. Donc il y a une option dans laquelle les métriques sont plutôt pushées vers Kubernetes plutôt que en laissant le serveur Kubernetes s'occuper chaque 5 secondes, chaque 15 secondes de déclencher des actions pour pouvoir récupérer ces métriques. Un exemple de ce type consiste à collecter des métriques personnalisées à l'aide de tâches Kubernetes et en utilisant cronjob, donc des tâches planifiées de courte durée. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un point de terminaison de métriques? Les systèmes qu'on souhaite surveiller à l'aide de Prometheus doivent exposer les métriques sur un point de terminaison avec /métrique, c'est ce qu'on a vu. À chaque fois qu'on a installé un exporteur, dans l'URL, on faisait /métrique pour pouvoir voir toutes les métriques existantes. Et donc, c'est ce point de terminaison que Kubernetes va utiliser. Prometheus utilise ce point de terminaison pour extraire les métriques à intervalles réguliers. On a PromQL. Alors, Prometheus est livré avec PromQL, un langage de requête très flexible qui peut être utilisé pour interroger les métriques dans le tableau de bord de Prometheus. C'est ce qu'on a vu. On a vu qu'on pouvait utiliser des requêtes pour avoir des informations concernant une métrique, par exemple, ou alors réaliser des requêtes un peu plus complexes. La requête PromQL sera utilisée sur Prometheus UI, c'est-à-dire sur son interface graphique, et sur Grafana pour visualiser les métriques. Alors, les exportateurs Prometheus, les exportateurs sont des bibliothèques qui convertissent les métriques existantes d'applications tierces au format de métriques Prometheus. Il existe de nombreux exportateurs Prometheus officiels et communautaires. Un exemple est l'exportateur de nœuds Prometheus, le node exporteur. Il expose toutes les métriques au niveau du système Linux au format Prometheus. Donc ça, on l'a utiliser déjà le node exporteur. Alors la TSDB, c'est une base de données de série chronologique. Prometheus utilise TSDB pour stocker efficacement toutes les données. Par défaut, toutes les données sont stockées localement. Alors, pour éviter un point de défaillance unique, il existe des options pour intégrer le stockage à distance pour Prometheus TSDB. Donc, pour pouvoir mettre en place Prometheus sur Kubernetes, dans un premier temps, on va créer un namespace et ce qu'on appelle un cluster role sur Kubernetes. Alors déjà, pour cela, on va déjà lancer l'installation de Minikube. Donc là, on peut lancer la commande minikube start -memory, on va donner 8 Go de mémoire par exemple, -CPU 2. Alors là, moi j'utilise une option pour qu'il ne me vérifie pas que la virtualisation est activée, parce que parfois la virtualisation peut être activée, il ne le détecte pas.
mais si vous n'avez pas ce problème, donc il ne faut pas utiliser cette option-là. Et on lance, on patiente un petit moment que le cluster Kubernetes via Minikube soit actif. Dans un premier temps, on va créer un namespace et un cluster role. Donc il va falloir que l'on comprenne quelques définitions. Alors Kubernetes prend en charge plusieurs clusters virtuels présents sur le même cluster physique. Ces clusters virtuels sont appelés namespace, espace de nommage en français. C'est comme un switch qui serait physique et sur lequel on pourrait créer des VLAN, par exemple. Alors, quand est-ce qu'on doit utiliser plusieurs namespaces? Les namespaces sont destinés à être utilisés dans les environnements ayant de nombreux utilisateurs répartis en plusieurs équipes ou projets. Les namespaces sont des groupes de noms. Ils fournissent un modèle d'isolation, de nommage des ressources. Les noms des ressources doivent être uniques dans un namespace, mais pas dans l'ensemble des namespaces. Prenons par exemple le serveur Minikube qu'on vient d'installer. Si je fais kubectl get namespace avec un S, c'est namespaces, voilà. Donc là, avec la création du cluster, avec la création de notre cluster, il y a plusieurs namespaces qui ont été créés. Il y a ce qu'on appelle le namespace par défaut. Ici, on a un autre namespace. Là, un autre namespace. Et ici, un autre namespace. Donc, il y a des namespaces qui vont être utilisés par Kubernetes pour pouvoir faire fonctionner ces applications. Si je fais un kubectl get deploy, par exemple, pour avoir la liste des déploiements, ou pour avoir la liste des pods, si je fais kubectl get pods, par exemple, pour avoir la liste des déploiements ou des pods, je constate que là, on me dit qu'il n'y a pas de ressources qui ont été trouvées dans l'espace de nom par défaut. Donc ça veut dire que actuellement, je suis dans cet espace de nom-là. Mais si je souhaite voir s'il n'y a pas de déploiement ou de pod qui existe dans le namespace de type kubesystem. Donc, comment je vais procéder? Je vais faire un kubectl get deploy moins zen et kube-system. Quand je fais ça, là, on m'indique que lorsque Minikube s'est installé, eh bien, il a déployé, il a réalisé un déploiement, donc l'application qui s'appelle Core DNS, et qui a été déployée dans ce namespace-là. Si je veux voir s'il y a des pods dans ce namespace, je vais écrire getPods ici. Et là, je constate qu'il y a des pods qui ont été déployés par Minikube, par le cluster Kubernetes, et ces applications, ce sont des applications qui vont permettre à Kubernetes de fonctionner. Là, quand on s'intéresse vraiment à Kubernetes, pour chaque application qui a été déployée, alors on voit le TCD Minikube ici, hein, par exemple, l'application, la base de données qui va permettre de conserver les paramètres de configuration de Kubernetes. Ici, on voit l'API Server. Hein, si on se souvient bien, l'API Server, c'est l'application qui va permettre d'envoyer, de réceptionner les commandes qui sont envoyées via kubectl au cluster Kubernetes, etc., etc. Et donc, je pourrais faire la même chose pour tous les autres namespaces. Donc, on voit que les namespaces, c'est une façon de partitionner le cluster Kubernetes en plusieurs parties afin que tout ne soit pas mélangé. On peut imaginer que après nous, on va faire des déploiements dans Kubernetes. Et donc, si
on ne faisait pas de namespace. Si je fais un kubectl get deploy, actuellement, en étant dans le namespace default, donc tous les déploiements que je viens de voir et qu'on vient d'afficher, qui sont dans des namespaces différents, et tous les pods qu'on vient d'afficher qui sont dans des namespaces différents, seraient affichés ici, donc il y aurait un gros mélange. Voilà ce que c'est qu'un namespace, hein, on le voit très concrètement ici. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un airback? Airback, c'est ce qu'on appelle, c'est ça qui va permettre le contrôle d'accès, parce que l'objectif c'est de mettre en place un serveur Prometheus. Le serveur Prometheus, lui, doit avoir accès à l'API Kubernetes en particulier, pour pouvoir récupérer des métriques sur tous les composants de Kubernetes. Et donc, il va falloir définir ce qu'on appelle un airbag. Un airbag, ça va permettre le contrôle d'accès, et ce contrôle d'accès va être basé sur ce qu'on appelle les rôles. Et donc le airbag, c'est une méthode qui va permettre de réguler l'accès aux ressources informatiques ou réseaux en fonction des rôles des utilisateurs individuels au sein de l'organisation. Alors l'autorisation airbag utilise le groupe d'API airbag.autorisation.k8s.io pour prendre les décisions d'autorisation, ce qui permet de configurer dynamiquement les politiques via l'API Kubernetes. Donc ça, c'est la définition de l'airbag. Airbag. Il va falloir mettre ça en place pour pouvoir définir ces autorisations. On peut définir des règles airbag dans des objets cluster role et role, puis les attribuer avec les objets cluster role binding et role binding comme suit. Alors, il y a une chose qu'il faut bien comprendre, c'est que chacun de ces objets que l'on voit là, ce sont des objets qui vont exister sur le cluster Kubernetes. Prenons par exemple le cluster role. Alors, le cluster role, sa définition, on dit que c'est un regroupement au niveau du cluster de ressources et d'opérations autorisées qu'on peut attribuer à un utilisateur ou un groupe à l'aide d'une liaison role binding ou cluster role binding. Allons voir dans notre cluster Kubernetes que ces objets existent bien. Alors, si je fais, je vais voir ça. Alors, si je, voilà. Donc, on voit déjà dans l'espace par défaut que ce type d'objet existe bien. Donc, le cluster role existe bien. Si je vois maintenant la définition de ce que c'est qu'un rôle, c'est un regroupement d'espaces de noms de ressources et d'opérations autorisées pouvant être attribuées à un utilisateur ou un groupe d'utilisateurs à l'aide d'une liaison role binding. Alors si je regarde ici, est-ce que j'ai des rôles? Est-ce que ce type d'objet existe? Dans cet espace par défaut, non. Mais si je regarde sur kube-système, on a des rôles qui existent. Si je regarde ce que c'est qu'un cluster role binding, ça permet d'attribuer un rôle cluster role à un utilisateur ou à un groupe pour tous les espaces de nom de cluster. Donc à chaque fois qu'on a une définition, on dit que ça permet d'attribuer un rôle cluster role, il faut revenir sur le cluster role pour bien comprendre ce dont il s'agit. Et là, ça va être exactement la même chose, hein, c'est-à-dire que je peux aller contrôler que tous ces objets-là existent bien, cluster role, dans notre cluster Kubernetes. Le role binding, il permet d'attribuer un rôle ou cluster role à un utilisateur ou à un groupe au sein d'un espace de nom spécifique. C'est la même chose, le role binding, hein, on peut aller voir que c'est un type d'objet qui existe bien au sein du cluster. Alors,
ici, également une chose importante, lorsqu'on utilise une liaison role-binding pour attribuer un rôle cluster role à un utilisateur ou à un groupe, ces utilisateurs et groupes ne peuvent accéder aux ressources de l'espace de nom qu'on spécifie dans la liaison role-binding. Si on souhaite que tous les utilisateurs ou les groupes accèdent aux ressources sur tous les espaces de nom, on utilise plutôt une liaison cluster role-binding. Et maintenant qu'on sait ce que c'est qu'un espace de nom, si on souhaite que les utilisateurs ou les groupes accèdent aux ressources sur tous les espaces de nom, donc on utilisera ce type de liaison-là. Et enfin, notre définition, ce qu'on appelle un compte de service ou un service compte, c'est un type de compte non humain qui, donc Kubernetes, fournit une identité distincte dans un cluster Kubernetes. Les pods d'application, les composants système et les entités à l'intérieur et à l'extérieur du cluster peuvent utiliser les informations d'identification d'un service compte spécifique pour s'identifier en tant que service compte. Cette identité est utile dans diverses situations, notamment l'authentification auprès du serveur d'API ou la mise en œuvre des politiques de sécurité basées sur l'identité. Les comptes de service existent en tant qu'objet service compte dans le serveur d'API. Les comptes de service ont les propriétés suivantes. Alors, il y a un certain nombre de propriétés qu'ils ont. D'abord, chaque compte de service est lié à un espace de nom Kubernetes. Chaque espace de nom obtient un service compte par défaut lors de sa création. Ainsi, je prends cet objet-là. Je souhaite savoir quels sont les services comptes qui existent dans mon cluster Kubernetes. Je vais faire kubectl get service compte. Alors déjà, dans l'espace de nom par défaut, il y en a un qui existe, et donc qui va permettre d'être utilisé pour justement avoir cette autorisation d'accéder, de s'identifier pour avoir accès aux ressources. Les comptes de service existent dans le cluster et sont définis dans l'API Kubernetes. Vous pouvez rapidement créer des comptes de service pour activer certaines tâches spécifiques. Alors maintenant, donc, première des choses, on va commencer à mettre en place d'abord un espace de nom dans lequel on va pouvoir déployer Prometheus. Donc on va créer un espace de nom Kubernetes pour tous nos composants de surveillance. Que ce soit Grafana, que ce soit l'Alert Manager, que ce soit Kubernetes. Alors, remarque, si vous ne créez pas d'espace de nom dédié, tous les objets de déploiement Prometheus Kubernetes sont déployés sur l'espace de nom par défaut, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, on va créer un espace de nom avec la commande kubectl create namespace monitoring, et c'est dans cet espace de nom que l'on va créer les différents objets qui seront liés au déploiement de Prometheus. Donc je vais faire kubectl create namespace monitoring. Je valide. Si je fais un kubectl get namespace, comme ça, eh bien je constate que ce namespace monitoring a bien été créé. Donc ça, c'est la première des choses, et c'est dans cet espace de nom qu'il faut déployer les différents éléments qui vont permettre de mettre Prometheus et tout ce que l'on a vu en place. Alors Prometheus utilise les API Kubernetes pour lire toutes les métriques disponibles à partir des nœuds, des pods, des déploiements, etc. Donc Prometheus va permettre de tout surveiller en fin de compte. Il faut créer une politique airbag, c'est ce qu'on a vu plus haut, avec un accès en lecture au groupe d'API requis et lier la politique à l'espace de nom de surveillance. Donc pour faire ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un fichier nommé clusterrole.yaml et on va copier le rôle airbag suivant, celui qui est défini un petit peu plus bas. Alors, une remarque ici, dans le rôle indiqué ci-dessous, on peut voir que nous avons ajouté des autorisations d'obtention, de liste et de surveillance aux nœuds, au point de terminaison de service, aux pods et aux entrées. La liaison de rôle est liée à l'espace de nom de surveillance. Si on a un cas d'utilisation pour récupérer des métriques à partir de n'importe quel autre objet, on doit l'ajouter dans
ce rôle de cluster. Donc c'est déjà la première chose à faire, c'est mettre en place ce rôle de cluster. Et pour ça, on l'a vu plus haut, les politiques airbag sont liées à ce groupe d'API. Ici, on va définir un type d'objet de type cluster role, hein, qu'on peut remonter, hein, si on veut revoir ce que c'est qu'un cluster role ici dans notre document cluster role. C'est un regroupement au niveau du cluster de ressources et d'opérations autorisées qu'on peut attribuer à un utilisateur ou à un groupe à l'aide d'une liaison role binding ou cluster role binding. Vous voyez, ce qui est important, c'est de, quand on a un fichier que l'on peut récupérer sur Internet ou créer soi-même, il est important de comprendre approximativement toutes les lignes. Et donc, pour chaque type d'objet qu'on va créer dans un cluster Kubernetes, il faut en comprendre sa définition. Ici, dans les métadatas, on va donner le nom Prometheus à ce type d'objet, et puis on va définir un certain nombre de règles. Donc ces règles, ici on va les appeler API Group. Et l'objectif des airbags, hein, c'est de pouvoir donner des autorisations d'accès aux ressources. Donc on voit ici que les ressources auxquelles on veut accéder, c'est les nodes proxy, les services, les endpoints et les pods. Et on va pouvoir appliquer les traitements suivants à chacun de ces ressources-là. On va pouvoir appliquer les verbes get, donc c'est-à-dire on va pouvoir obtenir des informations à partir de ces ressources, list, on va pouvoir les lister, watch, on va pouvoir observer un certain nombre de propriétés, hein, sur ces ressources. Voilà ici comment on va définir déjà certaines autorisations. Et on continue, on a encore dessous, on va pouvoir définir d'autres autorisations, en particulier sur les ressources de type ingress. Alors les ressources de type ingress sur Kubernetes, ce sont des ressources qui permettent d'accéder aux services que l'on déploie dans Kubernetes. Et même chose, à ce type de ressources-là, on va pouvoir leur appliquer un certain nombre de traitements, un certain nombre de verbes. Même chose, on va pouvoir également accéder au point de terminaison, hein, de type / métrique, comme on l'a vu, avec des verbes get. Hein. Ça veut dire que Prometheus, hein, aura la possibilité de récupérer les métriques, hein, de chaque exporteur, hein, de chaque élément, ou à partir de chaque exporteur également, hein, que l'on va mettre en place. Alors, ensuite, même chose, alors dessous ici, on va définir cette fois-ci un autre objet de type cluster role binding. Alors plus haut, c'était un objet de type cluster role qu'on a défini. Et là, par contre, on définit un objet de type cluster role binding. Alors il faut remonter pour voir qu'est-ce que c'est qu'un objet de type cluster role binding. Allons voir ici. Alors, un objet de type cluster role binding. Donc, il faut attribuer un rôle cluster role à un utilisateur ou à un groupe pour tous les espaces de nom du cluster. C'est ce que l'on comprend ici, hein, c'est que le cluster role binding, hein, ça va permettre de pouvoir attribuer, alors comme c'est dit ici, hein, pour revenir sur la définition, hein, voilà. Donc ici, le cluster role, sa définition, c'est ce qu'on a créé plus bas. C'est un regroupement au niveau du cluster de ressources et d'opérations autorisées qu'on peut attribuer à un utilisateur ou à un groupe à l'aide d'une liaison role binding ou cluster role binding. Donc pour pouvoir attribuer le cluster role que l'on a défini plus bas, dans lequel on a affecté des autorisations pour pouvoir accéder à certaines ressources,
eh bien, il va falloir définir un objet de type cluster role binding qu'on va affecter à ce cluster role pour pouvoir attribuer ces autorisations à un utilisateur ou à un groupe à l'aide de ce type de liaison-là. Et donc, c'est ce qu'on fait ici plus bas, puisque là, on a défini le cluster role, et d'après les définitions, il faut que ce cluster role, on l'affecte à un cluster role binding. Donc, c'est ce qui va se passer plus bas ici. Voilà. Donc, on a encore bien sûr ce groupe d'API qu'on va utiliser. On définit cet objet de type cluster role binding. On lui donne un nom, et là, on voit, bah tiens, qu'on va lui affecter un objet de type cluster role binding. L'objet qu'on a créé plus haut, puisque cet objet de type cluster role binding qui a pour nom Prometheus, il est créé plus haut dans le même fichier. Si on remonte, on le voit bien ici. Voilà. Vous voyez, toutes les définitions, il faut les comprendre au niveau de leur application ici. Alors si je descends un petit peu plus bas ici, je vois également qu'à cet objet de type cluster role binding, je lui ai attribué un service compte de service, qui va lui permettre d'avoir les accès qu'il faut au namespace de type monitoring. Voilà. Et donc là, on a donc créé notre airbag, notre politique airbag, qui va permettre à Prometheus de pouvoir avoir accès à toutes les ressources qu'on a définies dans ce fichier. Alors donc, première des choses, on va donc créer ce fichier. Alors, on va peut-être se mettre dans un dossier ici, mkdir, on va appeler ça Prometheus Cube, voilà, Kubernet, voilà. CD Prometheus Kubernet. Je vais peut-être appeler différemment, donc vous pouvez l'appeler comme vous voulez, bien sûr. Et là, je vais faire un notepad et je vais créer le composant cluster role. Je vais aller aller récupérer ici le fichier de spécification. On récupère ce fichier de spécification. Bouton droit, on va le copier et on va le coller. Une fois qu'on l'aura collé, voilà. Donc on a, si je fais un ls, on a ce fichier de spécification qui va nous permettre de pouvoir déjà, dans un premier temps, de définir les politiques d'accès aux ressources de Prometheus. Et je vais appliquer cette spécification avec kubectl create ou kubectl apply, -f cluster role.yaml. Je colle et je valide. À partir de là, qu'est-ce qu'on voit? On voit cluster, que cette ressource a bien été créée. Si je fais un kubectl get cluster role -n monitoring, puisque c'est dans cet espace qui a été normalement créé. Alors, quelle est ma politique? Je crois que je l'avais appelé monitoring, il me semble, get cluster role. Il n'y a aucun espace de nom, les cluster role, donc c'est pour ça qu'ils s'affichent tous.
Ici, on a bien le cluster role que l'on vient de créer. Alors, d'ailleurs, on pourrait ici, hein, si on ne veut pas tout afficher, on pourrait juste derrière, peut-être, Prometheus. Ah oui, c'est vrai que je suis sur un système qui n'est pas le système Linux. Bon, je suis sur du Windows. Alors, juste après, parce que si on se souvient bien, avec Prometheus, on a un fichier prometheus.yaml dans lequel on va définir les règles. On va définir les points de terminaison, les points de terminaison avec scrap. Hein, donc, qu'est-ce que Prometheus doit gratter? Alors, bien évidemment, on peut aller paramétrer tout ça dans prometheus.yaml pour faire comme on a fait précédemment. Alors, ce qui est intéressant avec Kubernetes, c'est qu'on peut créer ce qu'on appelle une carte de configuration pour externaliser les configurations Prometheus. Et ça, c'est sympathique parce que ça va nous permettre d'éviter d'avoir à relancer Prometheus à chaque fois. Hein. On va pouvoir définir les règles dans d'autres fichiers. Alors, pour pouvoir expliquer tout ça, toutes les configurations pour Prometheus font partie du fichier prometheus.yaml. Et toutes les règles d'alerte pour Alert Manager sont configurées dans prometheus.role. C'est ce qui a été vu aussi bien quand on installe Prometheus sur Linux que quand on l'installe dans Docker. Alors Prometheus.yaml, c'était quoi? Donc il s'agit de la configuration principale de Prometheus qui contient toutes les configurations de scrap, les détails de découverte de services, parce que effectivement, nous, jusqu'à présent, on a à chaque fois défini de manière statique les points de terminaison sur lesquels les scraps doivent se faire, mais on peut faire en sorte que tout ça se mette en place automatiquement pour que Prometheus découvre les services qu'il doit aller gratter, sans obligatoirement tout lui affecter dans ce fichier. Les emplacements de stockage, les configurations de conservation de données, etc. Il y a beaucoup de choses que l'on peut paramétrer dans le fichier prometheus.yaml. Alors prometheus.role, ce fichier contient toutes les règles d'alerte Prometheus. Alors l'idée de ne pas définir les règles dans prometheus.yaml est plutôt d'externaliser les définitions dans ce qu'on appelle une carte de configuration, un config map. On va revenir sur ce terme. Ça permet de faire la chose suivante. En externalisant les configurations Prometheus vers une carte de configuration, vers un config map Kubernetes, il n'est pas nécessaire de créer l'image Prometheus chaque fois qu'on a besoin d'ajouter ou de supprimer une configuration. On doit mettre à jour la carte de configuration, la config map, c'est la config map, et redémarrer les pods Prometheus pour appliquer la nouvelle configuration. Alors, ici, quelques définitions. Qu'est-ce que c'est qu'un config map? Un config map est un objet API utilisé pour stocker des données non confidentielles dans des paires clés-valeurs. Les pods peuvent utiliser config map en tant que variable d'environnement, argument de ligne ou en tant que fichier de configuration dans un volume. Un config map permet de dissocier la configuration spécifique à l'environnement de nos images de conteneurs afin que nos applications soient facilement portables. Alors, on redescend ici. Alors attention, config map ne fournit ni confidentialité ni cryptage. Si les données qu'on souhaite stocker sont confidentielles, on va utiliser un secret plutôt qu'un config map ou utiliser des outils supplémentaires tiers pour garder les données privées. Alors ici, j'ai mis une aide pour comprendre le fichier parce que pour comprendre comment se met en place un fichier config map,
il faut avoir des connaissances sur les expressions régulières et un certain nombre de définitions utilisées qui va permettre de pouvoir formater en fin de compte les métriques qu'on va récupérer. Alors, on va le voir déjà globalement, ce fichier. Ici, on a la version de l'API. Ici, on va créer un config map. Dans les metadata, on donne un nom à ce fichier config map. Dans le label, on lui donne un nom. Le label, c'est généralement une donnée qui permet de manipuler à partir d'autres composants un config map. C'est dans le namespace monitoring qu'on va créer ce config map. Dans les data, on va définir les règles Prometheus. Ici en particulier, on va avoir une règle qui va s'appeler alerte. Et ici plus bas, on indique quelle sera l'alerte. L'objectif, ça va être de détecter que la mémoire qui est utilisée par les pods n'est pas trop élevée. Ici, on va utiliser une expression pour pouvoir calculer la somme en bytes de la mémoire qui va être utilisée par les conteneurs. Si cette somme va dépasser une certaine valeur pendant une durée de 1 minute, alors il va y avoir une alerte qui va se déclencher. Ici, on indique la sévérité de l'alerte. Et ici, au niveau des annotations, on va affecter donc la valeur High Memory Usage, que ce soit ce qui va être récupéré si on envoie ça via Gmail, par exemple. Ici, on va définir la configuration de Prometheus.yaml, le fichier de configuration de Prometheus. Ça, c'est des données qu'on connaît bien pour indiquer l'intervalle qui va séparer les scrappings ou le temps qui va être utilisé pour pouvoir évaluer une règle. Ici, on a le fichier de configuration de Prometheus et quel est le dossier dans lequel il va être stocké. Ici, au niveau de l'alerting, on va définir les informations concernant l'alerte manager, comme on avait l'habitude de le faire dans les fichiers de configuration de Prometheus. Ici, dans scrap config, c'est là on va définir tous les endpoints. Donc là en particulier, on va avoir un endpoint, les points de scrapping, le node exporteur qu'on a déjà vu. Ensuite, on va définir la façon dont on va accéder à ce endpoint. Et puis, dans relabel config, c'est là où il y a un peu la difficulté. On va aller jeter un petit coup d'œil à la documentation ensuite. Dans relabel config, on va utiliser des expressions régulières qui pourraient être de plus en plus complexes d'ailleurs, pour pouvoir filtrer en fin de compte les métriques que l'on va récupérer dans cette zone relabel config. Et là, on va avoir la même configuration pour tous les endpoints. Par exemple, ici, je souhaite avoir accès à l'API serveur Kubernetes. Donc, même chose, on va utiliser le service de découverte de ce endpoint. On souhaite configurer de l'HTTPS. Et pour configurer de l'HTTPS, on va être obligé de lui affecter des informations de sécurité, en particulier le certificat qui sera dans le dossier qui est ici, CA.crt, et un jeton. Et puis voilà, on se retrouve avec la section relabel config, dans lequel on va utiliser des expressions régulières pour pouvoir filtrer les métriques récupérées. Même chose avec Kubernetes Node,
les nœuds Kubernetes, etc., etc. Hein, si on parcourt ce fichier, on va voir hein, que l'on va définir tous les objets à partir desquels on souhaite récupérer des informations. Et dans ce fichier, ce qui est complexe à appréhender, c'est les expressions régulières qui sont utilisées. Alors, nous déjà, on va déjà créer ce fichier config.map pour aller jusqu'au bout de cette configuration. Alors, ici. J'ai du mal à... sélectionner les éléments du fichier. Voilà, donc le fichier config.map.yml. Notepad, c'est pas ça. Alors, on va créer ce fichier. Voilà. Et on va y coller le code qui va te permettre de définir le config map. On va aller coller tout ça. On a notre config map qui a été défini. Et enfin, on va pouvoir appliquer notre spécification. Voilà. On applique notre spécification. Une fois que la spécification a été on peut aller vérifier d'ailleurs hein, que notre config map est bien là. kubectl get config map. Alors, -n, puisqu'on ne le voit pas ici, il faut lui donner l'espace de nom dans lequel on l'a créé. Le voilà. Le config map a bien été créé. Maintenant qu'on a tout ça, on va... Alors d'abord, ici, on a indiqué quels sont tous les endpoints qui ont été définis à partir de... Parce que si on remonte dans le fichier, hein, je n'ai pas parcouru tout le fichier, mais dans scrap config, on a plusieurs points qui ont été définis, et ces points de terminaison dans lesquels on doit récupérer les métriques sont expliqués ici plus bas, c'est-à-dire qu'on a le Kubernetes API Server qui va permettre de récupérer toutes les métriques des serveurs d'API. Donc ce Kube API Server, il est défini plus haut dans ce fichier. Je remonte un petit peu plus haut ici. Il suffit de le retrouver. Hein. Alors, donc je vais descendre dans... Il faut remonter... J'y suis. Voilà, script config. Hein. Donc là, on a le node exporteur, le Kubernetes API Server. Le voilà. Donc tous les points, tous les job names hein, qui ont été définis et qui vont servir à récupérer les métriques pour Kubernetes, pour Prometheus, pardon, tous ces endpoints, voilà, qui sont
ici à chaque fois que vous avez job name, hein, sont expliqués plus bas. Donc c'est-à-dire que dans ce fichier, on a défini avec KubeAPI Server la possibilité de récupérer toutes les métriques des serveurs d'API. On a, parce qu'on peut avoir plusieurs masters dans un cluster Kubernetes. Kubernetes Node, ça va permettre de collecter toutes les métriques des nœuds Kubernetes. Kubernetes Pod, ça va permettre de récupérer toutes les métriques de pod qui vont être découvertes si les métadonnées du pod sont annotées avec les annotations prometheus.io/scrap et prometheus.io/port. C'est-à-dire que si on remonte un petit peu pour retrouver notre Kubernetes Pod, alors Kubernetes Pod, on va remonter dans le document. Alors, Kubernetes Pod, là on a le node exporteur, là on a Kubernetes Node, voilà le Kubernetes Node, il est ici, hein, le Kubernetes Node qui est ici. Le Kubernetes Pod, pardon, il faut descendre un petit peu plus bas, notre fichier complexe. Voilà, le Kubernetes Pod qui est ici. Voilà. Et ce Kubernetes Pod va permettre de découvrir hein, tous les pods hein, qui seront annotés avec les annotations qui sont définies plus haut ici. Donc on voit un source label comment devront être annotés les pods pour pouvoir être récupérés. Et c'est pour ça que ici, la difficulté, c'est de bien comprendre comment tout ça se construit, puisque ça va permettre de pouvoir filtrer les pods que l'on souhaite récupérer. On a Kubernetes cAdvisor qui collecte toutes les métriques de cAdvisor. Normalement, ça a été vu dans la vidéo précédente. Kubernetes Service Endpoint qui va permettre de pouvoir récupérer toutes les terminaisons de points de... Alors, tous les points de terminaison de service sont supprimés si les métadonnées du service sont annotées avec les annotations Prometheus.io scrapped et Prometheus.io port. Il peut être utilisé pour la surveillance de la boîte noire. Et enfin, Prometheus.role qui contient toutes les règles d'alerte pour l'envoi d'alerte à l'alerte manager. Voilà. Alors, pour créer un déploiement Prometheus maintenant, c'est maintenant qu'on va le faire, on va créer un fichier nommé Prometheus-déploiement.yaml et on va copier le contenu suivant dans le fichier. Dans cette configuration, nous montons la carte de configuration Prometheus en tant que fichier dans etc Prometheus comme expliqué précédemment. Et là, dans notre fichier, rien de spécial, donc on a l'API version, là c'est un déploiement, maintenant on va déployer Prometheus, dans les métadatas on donne le nom de ce déploiement, on donne le nom du namespace dans lequel on va le déployer, ici on a un label qui va permettre de pouvoir y faire référence à partir d'autres objets qu'on souhaite créer. Ben tiens, juste en bas ici, on va définir des spécifications. On va indiquer qu'on veut le répliquer qu'une fois. C'est ça qui est intéressant quand on déploie les objets dans Kubernetes, c'est qu'on peut les répliquer hein, pour faire du load balancing ou de la répartition de charges. Dans Selector, on écrit match label app-prometheus.server, ce qui signifie que le réplica va s'appliquer à l'objet qui aura pour label Prometheus Server, c'est celui qui est juste au-dessus, hein, puisque
on peut définir différents objets dans le même fichier. C'est-à-dire que dans ce fichier, on définit aussi bien un déploiement, mais on va définir également des objets de type réplica. Et dans le template, on va définir tout simplement le type de conteneur qui va servir à cet objet déploiement, à cet objet réplica. Donc dans le template, qu'est-ce qu'on a? Dans les métadatas, label app Prometheus-serveur, donc ce qui permet de faire référence à ce déploiement pour dire que ce template, il concerne ce déploiement. N'oubliez que dans un fichier, on peut avoir plusieurs déploiements. On aurait pu les faire créer ces objets-là dans plusieurs déploiements dans un fichier. Et donc, savoir à quel déploiement va s'appliquer ce template. Dans les spécifications, on indique qu'on va créer un conteneur qui va s'appeler Prometheus, qu'il sera basé sur l'image prom/Prometheus, donc on a déjà vu avec Docker, que pour les arguments d'exécution de Prometheus, on va lui passer le fichier de configuration, prometheus.yaml, et on va lui passer où sera stockée la TSDB, qui va permettre de stocker les métriques associées à Prometheus. Le port qui sera concerné par le mappage, et puis ici des volumes pour pouvoir persister certaines données. Le fichier config.map qui va lui être associé, c'est celui qu'on a défini plus haut. Voilà. Et ici, on définit les volumes. Donc là, on n'en a pas mis. Alors, ce qu'on va faire, donc on va tout simplement récupérer ce fichier. Donc, on va l'appeler Prometheus Deployment. Voilà. Nano Prometheus Deployment. Hop. Alors, c'est Notepad, bien évidemment. Alors, c'est Notepad. Voilà. Et une fois qu'on a notre Notepad, on va remonter au-dessus, ici. Voilà, on va sélectionner tout ça. CTRL-C. On va coller ici. On va sauvegarder. Voilà. Une fois qu'on aura sauvegardé, on va tout simplement aller appliquer la spécification. Voilà. Alors, là, le pod, et comme il n'y a qu'un seul réplica, va être créé. Donc, à un certain moment, on va pouvoir visualiser le déploiement. Voilà, donc le déploiement, c'est bien fait. Bon, pour l'instant, c'est pas encore prêt. C'est en train de se mettre en place. Ensuite, on pourra, bien évidemment, vérifier que le déploiement s'est bien fait. Et maintenant, l'objectif, c'est d'essayer de se connecter au tableau de bord. Alors, il faut bien comprendre une chose, que pour pouvoir se connecter à une application qu'on déploie dans un cluster Kubernetes, alors vous pouvez afficher le tableau de bord Prometheus déployé de 3 manières différentes. Alors, soit en utilisant le transfert de port kubectl, qu'on a déjà appris à faire, soit en exposant le déploiement Prometheus en tant que service avec notre port ou un équilibreur de charge, un load balancer. Alors, load balancer, ça va plutôt s'utiliser avec un cluster Kubernetes on-premise ou avec un cluster Kubernetes qu'on déploierait sur AWS, mais pas trop avec Minikube.
Ou alors, il faudra ajouter un objet ingress si on a déployé un contrôleur ingress, un objet ingress. Hein. C'est un objet qui va permettre de définir des règles, en fin de compte, hein, de routage, pour pouvoir accéder aux différents services. Alors, c'est intéressant de retenir ces éléments-là pour ceux qui vont utiliser la documentation pour comprendre comment on met en place un équilibre de charge, un load balanceur ou un ingress sur un cluster Kubernetes. Moi, je vais plutôt m'intéresser à ces deux-là dans cette vidéo, hein, bien sûr, et ultérieurement, les deux autres, hein, je compléterai avec d'autres éléments. Alors, on va jeter un coup d'œil, bon, deux options, hein, plutôt, déjà. Alors, on va utiliser la méthode de transfert de port kubectl. Alors, à l'aide de la redirection de port kubectl, on peut accéder à un pod à partir de notre poste de travail local à l'aide d'un port sélectionné sur notre route locale. Cette méthode est principalement utilisée à des fins de débogage. Alors, étape 1, hein, tout d'abord, on va obtenir le nom du pod Prometheus. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va récupérer cette commande-là qui va permettre d'obtenir le nom du pod Prometheus. Le nom du pod, il est là, le voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va exécuter la commande suivante avec le nom de notre pod pour accéder à Prometheus à partir du port 8080 de load local. Donc, on peut récupérer cette commande-là. Elle est ici. Hein. La commande qui est ici. La voilà. Hop. Ça implique que si vous travaillez sur une machine VirtualBox, hein, par exemple, donc ça va impliquer cette méthode-là qu'il faudra faire une redirection de port sur le port 8080 hein, pour que vous puissiez y accéder en localhost. Hein. Donc, comme on l'a fait, hein, installer, il suffira juste que si vous travaillez, hein, j'ai bien dit, hein, il suffira de faire bouton droit, configuration, un réseau, et puis ici dans avancée, redirection de port, il faudra mettre un 127, il faudra rajouter 127.0.0.1, 8080 et 8080 plus loin. Si vous travaillez, j'ai bien dit, sur une machine vacante, hein, éventuellement. Donc, ici, on va coller. Ah ben oui, parce que le pod, il faut que je le remplace par le mien. Parce que ça, c'est celui de la doc. Hop. Et là, on va aller chercher le pod qu'on a affiché plus loin. Le voilà. Ici, là. Hop. Et je colle. Voilà, on est dans l'état forwarding et à partir de là, maintenant, on devrait pouvoir accéder ici. On devrait pouvoir y accéder. Et voilà, Prometheus est installé. Hein. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est installé, vous voyez, donc on a accès, puisqu'on a mis le C-Advisor en place, donc on a bien accès au conteneur, on a bien accès également au node, vous voyez, quand je fais node, N-O-D-E, etc., etc. Donc tout est configuré hein, sur notre Prometheus. Hein. De plus ici, donc ça c'est la première façon d'y accéder. On jette un coup d'œil à la deuxième façon d'y accéder avec un autre port. Alors, pour y accéder avec un autre port, donc on peut exposer Prometheus en tant que service en utilisant le node port et le load balancer. Et plus bas ici, hein, pour
accéder au tableau de bord Prometheus via une adresse IP ou un nom DNS, vous devez l'exposer en tant que service Kubernetes. Donc étape 1, on va créer un fichier nommé prometheus-service.yaml. On a appris à créer des services de type node-port. Et on va copier le contenu qui sera plus bas. On exposera Prometheus sur toutes les adresses IP de nœuds Kubernetes sur le port 30 000. Donc, on récupère notre fichier. On va créer un service de type node-port pour pouvoir accéder. Alors, c'est comme je suis sur du Windows, Notepad, voilà, pour pouvoir accéder à notre service. Ici, on va maintenant, à ce niveau-là, descendre ici et on va récupérer ce fichier dans lequel donc on a l'API service V1, on a notre service, on a notre dans les métadatas, on définit le nom du service, on définit l'espace de nom dans lequel ça va fonctionner. Dans les annotations, on va injecter deux informations en plus. Généralement, les annotations, c'est des informations, c'est des données qui vont être injectées en plus dans le service qui va être créé. On va lui affecter prometheus.io/scrap et un port. N'oublie pas que pour que ça puisse éventuellement être monitoré, il faut ces informations-là. Et ici, dans Selector, on va donner le label Prometheus-serveur. Pourquoi? C'est parce que, souvenons-nous, ce service, c'est un service qui doit cibler le déploiement Prometheus-serveur qu'on a réalisé plus haut. Si on remonte un petit peu plus haut ici, voilà. Ici, on a bien, au niveau du déploiement, voilà, on a bien défini un label qui est Prometheus-serveur. On a expliqué que les labels, ça permet de définir le label. Quand on le définit, ça va permettre à d'autres composants de faire référence à ce composant-là. Et donc, si on descend un petit peu plus bas ici, on revient où on en était. Voilà, donc là, ce service qu'on est en train de créer, c'est un service qui va s'appliquer à composant Prometheus-serveur. C'est un type de service de type node-port qui va permettre de pouvoir accéder au service de l'extérieur, le port 8080. Ça, c'est le port sur lequel interne sur lequel va fonctionner c'est le port de type cluster IP, pardon. Ça, c'est le port qui va permettre à des pods de pouvoir communiquer avec d'autres pods. Le target port, c'est-à-dire le port cible, c'est le port 9090. Ça signifie que c'est le port du conteneur Prometheus. Et là, le node port, c'est le port 30 000, c'est le port sur lequel on souhaite accéder à partir de l'extérieur. C'est comme ça qu'on va faire d'ailleurs. On récupère ce code, CTRL-V, on enregistre. Une fois qu'on a enregistré, on peut normalement descendre un petit peu plus bas ici. Voilà. Et on va coller. Une fois qu'on a collé notre commande, on va faire un cube ctl get svc-n monitoring. À partir de là, on a bien le node port qui est lancé et
on a bien le port 30 000 ici. Et le port 8080 type port de type cluster IP et le port de type node IP ici. Node port, pardon, excusez-moi. Et donc, à partir de là, normalement, si je fais minikube IP, c'est-à-dire pour récupérer l'IP du cluster qui est celle-là, voilà. Si je viens donc normalement ici, alors je vais ouvrir un autre lien, je colle ici, et si je fais 30 000, pardon, voilà, hop, j'accède bien via ce service de type node IP. J'accède bien, voilà. Et donc, étape 3, une fois créé, on peut accéder au tableau de bord Prometheus en utilisant n'importe quelle adresse IP du nœud Kubernetes sur le port 30 000. Si vous êtes sur le cloud, assurez-vous d'avoir les bonnes règles de pare-feu pour accéder au port 30 000.